retrouver une fois de plus pour ces énièmes numéros de votre magazine féminin sur votre télévision. En tout cas, merci beaucoup de la bonne habitude que vous avez prise, n'est-ce pas, de regarder Grande Dame, cette émission qui fait, n'est-ce pas, la promotion de la femme. Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Clotilde Moutita. C'est une femme politique. Certains la connaissent, mais d'autres, bon, ils ne la connaissent pas encore, mais restez avec nous parce qu'elle est déjà avec nous et elle va se présenter, elle va parler d'elle, elle va nous parler de sa carrière politique. Est-ce qu'elle a enterré la politique? Beaucoup de gens pensent que Clotilde Moutita, depuis sa démission, parce qu'elle est passée par la mairie de Lubumbashi, elle a travaillé aux côtés de messieurs Sangouza. Alors, depuis qu'elle avait démissionné, il y a des gens qui se posent mille et une questions de savoir si elle n'est plus dans la politique. Eh bien, comme elle est là, nous la recevons d'abord. Bonjour Madame Clotilde et bienvenue dans Grande Dame. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Je rappelle que c'est une femme politique. Je ne la reçois pas en tant que femme enseignante, en tant que professeure, parce qu'elle est politicienne et en même temps, elle œuvre également dans l'enseignement. Alors, maman, il y a déjà une question dans les chefs de beaucoup de nos téléspectateurs aujourd'hui. Il y a des gens qui se demandent déjà est-ce que Clotilde Moutita continue avec la politique et tout. Mais pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Okay, merci Marlène. Voilà, c'est comme tu l'as dit, je suis née ici à Lubumbashi. Je réponds au nom de Clotilde Moutita Kalunga Nasebente. J'ai des enfants mariés. J'étais mariée à feu papa mon époux Godefroy. Il est décédé, ça fait plus ou moins 6 ans. J'ai commencé ma petite enfance à Kipushi. Okay. Et c'est là que j'ai fait mon école primaire. Et après, je suis allée à Kwesukafubu, c'est à l'internat. J'ai eu mon diplôme en scientifique, chimie-biologie. Et juste après, je suis allée passer au moins 3 ans en sciences biomédicales, en médecine, sur le campus de Lubumbashi. Et quelques temps après, c'était la maternité. Il faut dire que j'ai beaucoup d'enfants. Et c'est juste après que mon cadet ait 4 ans que j'ai choisi de recommencer mes études. Et donc, je suis allée faire les sciences de l'éducation. Okay. Et donc, je suis éducatrice de formation. Et j'ai eu vraiment à sortir avec une mention très honorable. Et c'est comme ça que j'ai été retenue comme enseignante, professeure à l'université, d'abord à Maria Malkia, et puis presque dans toutes les universités catholiques. Et donc, je passe à Mololo, je suis à Isis, et je suis aussi à Isam. Et présentement aussi, je suis en train de terminer mon contrat à Ecopo comme secrétaire général administratif. Okay. Sinon, mon petit métier, je suis enseignante. Mais apparemment, vous êtes très passionnée par l'enseignement. Oui, j'aime bien l'enseignement. Ça peut dire que c'est presque une vocation de famille. Mon père, on l'appelait, et ma mère l'appelait Mwalimou. Okay. Et dans ma famille, on retrouve beaucoup de prêtres et des enseignants. Et c'est quelque chose qui a pu quand même marquer votre histoire, non? Oui, oui. J'aime enseigner et je me sens très bien. Et ce qui fait que c'est déjà en 2010, quand j'ai été nommée maire adjointe de cette ville, je n'ai pas lâché la craie. J'ai seulement diminué mes horaires, mais j'étais toujours là. Je continue à donner mes enseignements et j'étais très présente. Et j'aime bien être devant la jeunesse. Mais puisque vous vous retrouvez dans l'enseignement, puisque vous aimez tellement l'enseignement, qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Écoutez, il faut vraiment reconnaître que la politique m'a suivi quelque part. Et dans le sens peut-être de reconnaître réellement ma formation, je vous ai dit que j'ai été dans les sciences de l'éducation et j'avais opté dans un premier temps pour la pédagogie religieuse. Et ici, il faut vraiment que je puisse reconnaître le mérite de mon mari. C'est lui qui a voulu vraiment que je puisse recommencer les études et vraiment terminer et être licenciée. Et là, j'ai pris l'option éducation à la paix. Et comprenez qu'avec l'éducation à la paix, c'est en même temps une gestion politique, c'est en même temps une gestion des conflits, des résolutions des conflits. Et dans ce cadre-là, j'étais en plein séminaire et j'ai eu à rencontrer un chevronné politique. Et ici, il faut vraiment dire que j'ai tous les mérites de feu Papa Mando Charles,
qui m'a vu et qui m'a demandé d'adhérer à son parti. Après m'avoir suivi dans des interventions, parce que juste après ma formation en éducation à la paix, l'archevêque de Lubumbashi m'avait demandé d'intégrer la commission justice et paix, dont j'ai fait la doyenne de la commission justice et paix au niveau de ma paroisse, la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Donc c'est là que j'ai été plus active dans la commission justice et paix. Et c'est après cela, quand on m'a lu, Feu Papa Mwando m'a demandé d'intégrer son parti, UNADEF. Et je n'ai pas pu me retenir parce qu'à côté de moi, j'avais un homme politique, c'est Feu, mon mari, qui n'est autre que le fils du premier maire noir de cette ville de Lubumbashi, Papa Mwepu Boniface, de l'avenue Mwepu, devant la mairie. Alors il m'a encouragée. J'étais encouragée par mon mari. Il était très sûr et il a dit que je ferais vraiment, j'apporterai ma pierre dans la politique. Et donc on peut comprendre que c'est quelque chose... On m'a lu par mon environnement. Et ici, mon environnement, c'est mon premier entourage, c'est mon mari et c'est ma famille. Et évidemment, c'est papa Charles Mwando, Christian et tous les autres. Ils m'ont dit que si je peux vraiment mener la chose politique. Et vous aussi, vous étiez très sûr de vous-même. J'ai senti vraiment et j'ai reconnu que j'aime la politique et je sais lire vraiment et analyser les effets politiques. Et ça fait que j'ai pris cette balle au bon, en même temps enseignante, en même temps femme politicienne. Parlez-nous un peu de votre passage à la mairie de Lubumbashi. Voilà, j'ai été nommée. Il faut vraiment noter que ce n'était pas une élection. Je suis passée à la mairie de Lubumbashi par une nomination. Comme maire adjoint, c'était un poste de mon parti, maire adjoint de la ville de Lubumbashi. Et là, c'était une très belle expérience et j'ai fait 5 ans. C'est de 2010 à 2015, septembre 2015. Et cette expérience m'a fait vraiment vivre, m'a fait toucher les réalités politiques parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de la ville, quand on doit gérer au niveau le plus bas, on a la réalité même politique. On sait reconnaître la chose politique dans son quotidien. Et ça fait pour moi une très belle expérience, ça fait 5 ans. Et donc pour moi, je me dis, je suis licenciée politique parce qu'un cursus académique, ça vous fait 5 ans. Et donc j'ai eu à passer au moins 5 ans au niveau de la ville de Lubumbashi. Et j'ai aimé. Et après les 5 ans, il faut noter que si j'ai vraiment voulu aussi intégrer la politique, c'est que mon cadre technique pendant que j'étais en cursus académique, c'était la vulgarisation de la Constitution. Et le cadre technique, nous étions en plein conflit dans notre pays et c'était en même temps des élections qui devaient se passer. Nous sommes aux environs de 2004 vers 2007. Donc c'était des premières expériences des élections et tous ensemble. Et c'était de la matière. C'est ce que j'étais en train d'étudier. Et donc pour moi, l'expérience à la ville était presque cette expérience pratique que je devais vraiment palper. Donc c'était un grand plaisir pour moi. Et j'ai expérimenté. Malheureusement, j'ai une foi. Je suis catholique et je suis convaincue par ma foi. Alors, il était question aussi que des principes de mon Église, des convictions personnelles puissent m'accompagner. Et c'est comme ça que quand j'ai senti que c'était le début de la violation de la Constitution et je ne me sentais pas très à l'aise. Et c'est comme ça qu'après la 3e lettre que les uns n'ont pas pu accepter, et c'était une auto-exclusion. Et donc mon parti ne faisait plus partie du régime et on n'était plus dans le sens de gouverner. Il fallait partir et donc je n'ai pas tâtonné et je suis partie. Et vous avez travaillé pendant 5 ans, vous l'aviez dit, mais qu'est-ce qui fait de vous une femme aussi ferme dans ses décisions? Parce que généralement on a toujours dit que les femmes sont souvent faibles quand il s'agit de prendre ce genre de décisions, mais vous l'avez fait quand même, vous. Je ne crois pas que la femme soit faible. Moi je ne suis pas du style. Moi je pense déjà par sa nature la femme est très forte. Si elle est presque la sœur puinée de Dieu, c'est qu'elle est très forte. Il faut la voir quand elle doit aller en travail pour donner la vie. Déjà, elle est déjà très forte naturellement. Je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas très bien les choses. Et pour ma part, j'ai réalisé que déjà les débuts de mes actions politiques, je comprenais déjà. Parce que des fois, quand on ne comprend pas, on n'essaye pas
de lire objectivement les choses. Mais il se trouve que je comprenais très bien, théoriquement, je comprenais déjà très bien la politique. Et là, c'était d'une manière pratique. Et je crois que ma décision pouvait peut-être sembler être très ferme, mais elle était plus compréhensive. Parce que j'ai compris que c'est un poste de mon parti et aujourd'hui, il y a une idéologie, il y a une philosophie que je devais respecter. C'est la philosophie et l'idéologie de mon parti. Et évidemment, il y a des convictions spirituelles, chrétiennes, que je devais aussi respecter. Et finalement, j'enseigne des cours à caractère éducationnel. Je suis professeur de démocratie et paix. Et dans la démocratie, il y a des piliers que je devais vraiment tenir et enseigner aux étudiants. Et donc, toucher à certains aspects qui devaient presque avoir une conséquence pas très bien sur ma personne, je crois que j'avais pris la bonne décision. Et c'est possible qu'on puisse dire qu'elle était très forte parce que vous savez, quand on est en plein exercice politique, on a le pouvoir avec soi, on a tous les honneurs, on a de l'argent et ça fait que des fois on a du mal à se dessaisir. Mais si il est temps de prendre cette décision, il faut partir. Et moi je crois que le reste, je l'avais dit déjà à son temps, que ce n'était pas un non pour l'opposition permanente, non. C'était un non de position. J'avais dit non parce que j'avais une position que je défendais. Et cette position, c'était le respect constitutionnel. Et donc, pour moi, je m'étais dit que je mènerais ce combat-là et que ce serait un combat loyal. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons démissionné. Et je crois avoir été la toute première personne avec ce vent-là qui commençait. J'avais pris l'option de partir. Et évidemment, on dit que ce n'était pas congolais la démission, mais bon, je crois que j'ai eu à faire. Ça a surpris beaucoup de gens, évidemment. Bon, je crois qu'il faut des fois être ces personnes-là qui peuvent croire à un avenir, même quand ça semble être très compliqué ou difficile. Et donc, je crois qu'il y a lieu de croire à une certaine compréhension de beaucoup de faits. Et donc, je suis une personne qui essaie de lire, qui analyse les circonstances et qui peuvent vraiment asseoir une certaine responsabilité. Est-ce qu'on peut vous espérer en 2023? Sûrement. Ça, c'est vraiment l'action politique que tout homme ou toute femme politique doit pouvoir y songer. Nous ne pouvons pas nous plaire avec des nominations. Nous sommes la République démocratique du Congo. Et là, nous avons la démocratie dedans. Et ce concept n'est pas le moindre. Ici, nous voudrons vraiment reconnaître la meilleure gestion de la chose publique par cette façon de gérer la chose démocratiquement. Et ici, ce sont les élections qui doivent être vraiment promues. Donc, nous devons absolument passer par les élections. Un acteur politique qui n'entend pas la chose de la sorte, et donc qui ne pense pas qu'il doit se faire élire, qu'il doit avoir avec lui une certaine base politique, une certaine base sociale. Parce que nous y allons pour le peuple, nous y allons pour le social, nous y allons pour le développement. Et donc, il faudrait que la personne puisse avoir avec une base. Et cette base, c'est le peuple. Et donc, c'est comme ça que je ne peux pas me soustraire à cette réalité d'élection. Et donc, nous devons nous dire tous, hommes, femmes politiques, que ce sont les élections qui doivent nous caractériser. Et nous ne devons pas avoir peur des élections. Je me suis fait candidate. Déjà en 2011, j'ai été candidate. En 2018, j'ai été. J'ai bien souligné pendant ma campagne que j'étais cette femme qui se voudrait d'abord au niveau de ma province. Je n'ai pas été au niveau national. Je me suis dit, ma petite expérience, elle est en train de monter pour me rassurer encore plus parce que je dois être bien formée. J'ai commencé par me porter candidate au niveau provincial. Bon, ça n'a pas été. Les élections ont été telles qu'elles ont été. Ceci ne peut pas constituer un frein pour moi parce que j'aime la politique. Et je crois que ceux-là qui me connaissent, ils savent reconnaître en moi cette vocation. Je serai là, je serai sur ce terrain-là en 2023, toujours. Et même mon slogan était que Maman Moutita sera toujours là avec vous, sera toujours là pour vous. Et je serai toujours là avec vous. Clotilde Moutita, présidente de la République en 2023, est-ce qu'elle va changer
Oui, je le dis parce que je sais que c'est possible. Vous C'est êtes possible tellement que- déterminé. Oui, oui, écoutez, vraiment, il y a ce sens-là de détermination en tout ce que nous faisons. Il faut aussi croire. Croire, c'est une dimension peut-être pas très réaliste, mais je crois que j'ai une grande foi. À ma démission, il y a eu beaucoup de peur dans les fiefs de mon entourage. Mais je crois que je suis une femme de foi. J'ai donné ma parole et j'ai dit que nous allons vaincre. Et pour moi, l'état actuel, la gestion actuelle de notre République, pour ma part, c'est une victoire à moitié. Il fallait absolument que nous puissions vivre cette première alternance au niveau de notre pays. Et ça a été. Ça fait quand même un mouvement. La tête qui a été au niveau du pays a changé. Et donc, pour ma part, moi, je me contente un tout petit peu de cette victoire à moitié. Et je me dis, nous nous battrons et l'État suprême, c'est quoi? Il faut aussi rêver être un jour une présidente de la République. De la République. Parce que moi, je crois en la femme. La gestion de la chose publique par la femme peut espérer, on peut croire, on peut donner de l'espérance. Et c'est ce combat-là que beaucoup de femmes sont en train de mener. Et si j'ai accepté d'intervenir avec vous, vous l'avez dit vous-même, que ça fait une expérience, ça fait un modèle, c'est pour que les femmes qui me suivent en ce moment puissent croire en elles, qu'elles s'estiment et qu'elles puissent croire qu'elles peuvent apporter par leur nature d'abord. Parce que nous ne pouvons pas faire la politique en mettant à côté notre nature de femme. Non, il y a lieu de croire en la femme par sa nature et ses compétences, par sa méritocratie. Et ici, je prends la formation et l'éducation de la femme. Voilà, c'est tout ce qui peut être arme pour elle. Mais j'ai une petite préoccupation. Oui. Je voulais plutôt parler de votre position parce que vous avez parlé des principes religieux et tout. Est-ce qu'on peut comprendre que la religion et la politique ne peuvent pas aller ensemble? Malheureusement, je vous dis que c'est vraiment le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire. Dans mon église, je suis de l'église catholique. Je suis maman catholique. Je suis ancienne élève des filles de Marie Auxiliatrice. Et moi-même, je suis la présidente confédérale. Ici, je représente l'Afrique et le Madagascar au niveau des Salésiennes de Don Bosco. Et donc, je suis ancrée dans mon église. Et dans mon église, avec la SENCO, la Commission Justice et Paix, c'est la politique, c'est le meilleur milieu par excellence de la charité, de l'amour. Et donc, il n'y a pas un discours dans le sens de séparer ou de décourager les fidèles chrétiens à faire la politique. Non. Par contre, c'est ce fidèle chrétien, avec toutes ses valeurs chrétiennes, qui peut vraiment faire en sorte qu'il apporte quelque chose de bon à la nation. Et donc, pour mon église, nous sommes plus encouragés. Chrétiens ou chrétiennes catholiques, c'est vraiment le fait qu'on réalise qu'on est vraiment chrétien qui a possibilité aussi de croire à ses actions politiques. Et donc, mon église encourage. Il n'y a pas de différence. On peut espérer que vous allez garder la même position. J'ai été à la mairie, c'était une expérience. Il y a les fidèles chrétiens qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains. Il y a le caractère qui peut faire aussi que nous puissions être mal jugés. Mais je crois que mon expérience au niveau de la ville a prouvé à suffisance. Ça m'a fait 5 ans de pouvoir, ça m'a fait 5 ans d'honneur, 5 ans de bonne vie ou d'argent ou de tout ce qu'on peut croire. Mais je crois que j'ai gardé ma foi. Ils m'ont vu dans ma paroisse. Je n'ai pas cessé d'aller au domaine marial parce que je suis très mariale. Je n'ai pas cessé d'être très présente aux messes. J'ai toujours été là. Et mes moments de prière existent toujours. Et donc moi, je crois qu'il y a lieu de croire que je ne bougerai pas. Je garderai mon sens. Parce que ce qui est vrai, peut-être le contraire, quand ça fait un homme politique, on a monté d'écran et ça peut faire qu'on oublie les autres. J'ai toujours habité Lubulashio 562. C'est la maison qui m'a accueilli à tout mon premier mariage. Je n'ai jamais changé. Je suis restée dans ma parcelle. J'ai été le maire adjoint. Je suis toujours dans cette parcelle-là. Et je crois que je serai encore. Ministrable, je le suis. Présidentiable, je le suis. Et je serai toujours cette Moutita-là. Vraiment. Je crois. Alors, puisque nous sommes devant une femme politique,
Madame Clotilde, comment vous faites la lecture par rapport à la représentativité de la femme dans le gouvernement Ilunkamba par rapport bien sûr au précédent gouvernement? Je suis en train de louer parce que nous ne sommes plus au point zéro. Vous savez, à toute chose, il faut un rythme. Auparavant, c'était plus ou moins 3%, nous sommes à 17%. Je crois que nous sommes en train de comprendre la chose. Mais je suis en train aussi de vouloir reconnaître pas la très bonne volonté dans les fiefs des hommes. Voilà, je voudrais vraiment le dire, les hommes et femmes. Okay. Parce que l'homme doit fournir cet effort de réaliser que la femme peut aussi bien gérer la chose. Et les compétences y sont. Au niveau de la femme, nous pouvons vraiment trouver des compétences, nous pouvons trouver des femmes qui méritent. Et donc, si nous pouvons aller dans le sens du respect constitutionnel, les 30%, il y a possibilité de trouver toutes ces femmes-là. Et donc, je suis flattée que ce soit à 17%. Et donc, je loue quand même la présence de la femme, mais encore un peu plus dans le respect constitutionnel. Et ici, ce sont les décideurs, ceux-là qui sont dans les instances de décision. Et ici, je voudrais vraiment toucher l'institution du Premier ministre et même de notre chef de l'État. Si ici, on doit présenter des listes où il y a absence de la femme, il y a lieu de retourner ces listes-là et dire, bon, voilà, monsieur, nous attendons de telles formations politiques, que ce soit une femme ici, et nous avons déjà le quota des 30%. Et donc, nous savons déjà au départ que de tel côté, nous aurons une femme. C'est possible. Mais et donc ici, je pense qu'il y a lieu de remuer un tout petit peu la volonté politique très prochainement que cela soit respecté. Est-ce que vous pensez que les femmes, si seulement on donnait l'occasion à la femme d'occuper le poste des commandes, vous pensez qu'elle ferait une bonne affaire? Oui, je suis en train de croire. Parce que celle-ci, on parle d'elle qu'elle peut mener ce combat-là avec un cœur gauche. Et donc ici, nous aurons plus d'humanisme. Je suis en train de réaliser la réalité naturelle de la femme. Et cette femme, on lui accorde beaucoup plus de valeur, de sensibilité. Nous pouvons peut-être vivre moins de conflits parce qu'il faut dire que s'il y a conflit, ceci naît dans le cœur de l'homme. Et des fois, ça peut... Oui, le conflit naît dans le cœur de l'homme. Ça peut faire entre deux hommes et finalement, ça fait des groupes et c'est toute une nation et ça fait des crépitements de balles et ce n'est pas bon. Mais moi, je pense que la femme, elle subit, malheureusement. Quand il y a guerre, c'est elle et les enfants. Et l'homme est en train de se battre, il est en train de chercher le pouvoir et comme ça. Mais imaginez-vous, celle qui subit souvent, si c'est elle qui doit être aux commandes, je crois qu'elle peut bien gérer les choses. Et des fois, quand on parle de la pauvreté d'une nation, c'est quand on observe bien la femme. Quand elle ne peut pas bien vivre, quand elle ne peut pas avoir des soins de santé faciles, quand elle ne peut pas bien manger, elle ne peut pas bien se vêtir, elle n'a même pas un lieu où mettre sa tête, donc un toit pour elle. Je crois qu'il y a lieu de croire que si jamais la femme pouvait prendre la plupart des instances de décision, je vous assure que les choses peuvent être gérées autrement. Et nous pas pouvons... gérer avec un cœur de mère, comme on l'a toujours dit. Oui, ceci ne peut pas l'empêcher d'être cette femme-là. Écoutez, il faudrait vraiment réaliser que si jamais, ce qu'on reproche par moment à la femme, c'est quand elle entre dans une action politique, elle voudrait faire comme un homme. Et ça, elle quitte son naturel. La femme doit pouvoir gérer politiquement avec son cœur de mère. Et c'est très beau. Moi, j'ai expérimenté. J'ai vu des hommes à côté de moi qui m'encouragent tout simplement parce que je suis en train de gérer avec mon cœur aussi de femme. Mais ça ne m'empêche pas quand ça doit faire une décision politique. Et des fois, c'est comme ça qu'on peut... Vous avez dit vous-même, ça fait des décisions très fermes. C'est là qu'on doit lire, c'est possible. Donc, de rallier les deux. En même temps, son cœur maternel, ça ne peut pas manquer. Et en même temps, elle doit être cette femme de décision parce qu'elle est publique, elle est politique.
Quels sont les obstacles auxquels vous faites face très souvent dans le domaine du travail, que ce soit en politique comme dans l'enseignement? Les obstacles ne manquent jamais. Il y en a, mais des fois, je suis du genre à banaliser les obstacles. Je suis du genre à réaliser que c'est naturel. Tout comme on dit en éducation à la paix que des fois le conflit répond toujours à la règle du troisième. C'est-à-dire le conflit est neutre, il est naturel, il est normal. Donc des fois je suis du genre à croire que c'est normal qu'il y ait conflit, c'est naturel et bon, des fois que ce n'est ni mauvais ni bon. Alors de ce fait-là, j'y vais presque gagnante dans tous les obstacles. Mais malheureusement, il se trouve qu'on peut être devant une réalité telle que ça peut faire une grande barrière devant soi. Vous savez qu'il y a des pesanteurs encore culturelles au niveau de la gestion ou au niveau du travail de la femme. Il y a plus l'homme qui peut ne pas accepter la femme, malgré ses compétences, malgré ses mérites. On peut être devant un homme que j'appelle souvent coutumièrement nôtre, bien instruit, civilisé, mais qui peut refuser l'apport de la femme. Là, ce sont les obstacles. Et donc, je peux réaliser qu'il ne veut pas m'accepter. C'est son genre. Je donnerai le temps et je suis très rassurée. J'ai eu gain de cause. Des fois, c'est vraiment vers la fin que l'homme peut découvrir. Et ils sont très nombreux qui retournent pour m'encourager, pour dire que nous avons eu vraiment à mener très bien la chose. Et je n'aime pas être la cause des conflits souvent, mais ceci ne m'amène pas à être résignante ou passive. Mais s'il faut vraiment mener le combat, je suis de plein pied. J'ai été dans l'opposition et j'ai mené l'opposition. Et bon, j'ai entendu dans ta présentation que vous pensez qu'elle a presque vidé l'espace politique, qu'elle a arrêté. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vous avez arrêté. Non, malheureusement, je crois que je pouvais me considérer encore bébé politique pendant que j'étais au niveau de la mairie. Mais il faut reconnaître que s'il y a des actions, des vraies actions politiques, c'est à l'opposition. Et je me sens très mûre, très mature. J'ai compris la politique en étant à l'opposition. J'ai été au front de beaucoup de manifestations. Je n'ai pas eu peur d'exprimer mon mécontentement par rapport à la gestion du régime passé. Et tout de suite, là, nous sommes en train d'analyser. Je suis dans l'opposition républicaine. Et ici, je ne manquerai pas de dire que ça ne va pas. Et je serai là, sur ce plateau. Et de dire que là, ça ne va pas et là, ça va. Et je mènerai. Je crois avoir été à la tête d'une manifestation catholique. Et j'ai été lynchée au niveau de la cathédrale de Lubumbashi. J'ai failli perdre ma jambe. Et ça, ce sont des leçons politiques que nous avons eues. Alors, un mot de la fin pour finir à toutes les femmes qui vous regardent dans ce net moment. Alors, le mot de la fin, je voudrais encourager la femme. Je suis très confiante parce que je crois en la femme. Et je crois à son éducation. Et je proposerai que la femme puisse vraiment mettre un sens concret par rapport à sa formation, par rapport à son éducation, qu'elle aille vers l'éducation, qu'elle aille vers la formation. C'est seulement là qu'elle peut s'autonomiser, c'est seulement là qu'elle peut se rendre indépendante et surtout réveiller en elle le sens du courage. Elle doit être audacieuse. Je voudrais des femmes audacieuses. Je propose qu'elles soient courageuses. Voilà mon mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Madame Clotilde Moutita. Je rappelle que vous êtes femme politique. Eh bien, je vous ai reçue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Marlène. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est pratiquement la fin de votre magazine Grande Dame.